à la prédiction de tsunami et des systèmes d'alerte. Et c'est des travaux qu'on a commencé suite à l'éruption d'un volcan dans l'archipel de Tonga l'an dernier, donc en janvier 2022. Il y a eu une énorme éruption et on s'est penché sur la question pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc pour le contexte géographique, nous on est situé ici, l'Institut, sur la petite île d'Okinawa, au sud-ouest de l'île principale du Japon, à quelques 8000 km de l'archipel de Tonga. Et donc le 15 janvier 2022, il y a eu une éruption qui a injecté beaucoup d'énergie à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan, et qui a déclenché des tsunamis dans le Pacifique et autour du monde. Et nous, anecdotiquement, on était sur l'île, on reçoit des messages d'alerte sur nos téléphones en cas de tsunami et d'autres incidents sur l'île, et on n'a pas tous reçu les mêmes alertes, pas tous au même moment. Et donc on s'est un peu posé la question de la raison pour la confusion autour de cet événement. Donc ici, il y a quelques images, quelques vidéos, juste pour contextualiser un peu ce qui s'est passé. Donc en haut à gauche, il y a une image, une vidéo plutôt de l'éruption, la veille de l'éruption principale. Donc on voit déjà qu'il y a une quantité significative de masse qui a été injectée dans l'atmosphère. Et ensuite, le jour même, le 15, il y avait pas mal d'inondations, de tsunamis au niveau de l'archipel de Tonga, et aussi, par exemple, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, au Japon et en Californie. Donc c'est un événement qui a touché beaucoup le Pacifique et aussi des régions plus loin dans l'Atlantique et en Méditerranée, comme on verra un peu plus tard. Et donc une des informations qui est ressortie assez rapidement après l'événement, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été injectée dans l'atmosphère. Et une manière de visualiser ce qui s'est passé juste après l'incident, c'est de regarder les données de satellites géostationnaires qui sont enregistrées de l'énergie radiée par la Terre par bande spectrale. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'en prenant les données de 5 satellites géostationnaires placés autour de la Terre, c'est reconstruire le champ ici donc, de brightness temperature, donc une pseudo-température construite sur la quantité d'énergie réfléchie. Et donc, ces signaux sont plus ou moins sensibles à différents niveaux dans l'atmosphère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer quelques bandes spectrales différentes. Et donc, à retenir principalement, c'est que la bande 10 que je vais vous montrer, elle est principalement sensible à la couche atmosphérique de l'ordre de 4 km d'altitude. La bande 8 de l'ordre de 9, et la bande 12, elle a deux régions par lesquelles elle est principalement affectée. C'est la haute atmosphère, donc autour de 20 et quelques kilomètres, et aussi au niveau du sol. Donc, si on s'amuse à construire ce signal et prendre la différentielle en temps, on voit c'est qu'au moment de l'éruption, il y a une onde qui se propage initialement assez circulaire et qui a fait tout le tour de la Terre pour aller se retrouver au niveau du Sahara, donc antipode de Tonga. Et ensuite, elle est revenue au niveau de Tonga et elle prend à peu près 36 heures pour faire tout le tour de la Terre. Donc, ce qu'on voit ici, pour la bande qui était la plus sensible autour de 9 km, on voit clairement l'onde. Pareil dans la bande plus sensible à 4 km d'altitude. Et ensuite, pareil dans la bande qui est sensible à la fois au haut et le bas de l'atmosphère. Donc ça nous permet de voir qu'il y a une cohérence verticale au niveau de l'onde. Donc l'énergie injectée a vraiment perturbé l'atmosphère au moins jusqu'à une vingtaine de kilomètres de hauteur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres observations. Par exemple, au niveau du sol, il y a des réseaux de capteurs de pression assez denses aux États-Unis sur la bande du haut là, et au Japon sur la bande du bas. Et donc, ça nous permet de voir que la fluctuation de pression associée à ce signal au niveau du sol est de l'ordre de 2 hectopascales, l'amplitude varie dans l'espace, et aussi qu'elle a une période de l'ordre de 30 à 46 minutes observée par ces stations. Donc, on voit qu'il y a vraiment une cohérence verticale entre le sol et au moins les 25 km, et il y a des observations au niveau de l'ionosphère qui permettent d'étendre cette cohérence verticale au plus haut, de l'ordre d'une centaine ou 200 km dans l'ionosphère. Et donc, ce qui a été remarqué, c'est que en même temps que le passage de cette onde sur l'eau et sur l'arrêt de la côte et un peu après, il y a des tsunamis qui ont été déclenchés au même moment ou rapidement après. Donc, trop rapidement pour que ce soit associé à des mécanismes de tsunami classiques, donc la propagation de gravité dans l'eau. Il y a des endroits qui ont été touchés, par exemple les Caraïbes et la Méditerranée, qui ne seraient pas touchés comme elles l'ont été par un tsunami classique. Et
ce qu'on a constaté après l'événement, c'est que des agences qui sont chargées de ce genre de système d'alerte ont été remis en question parce qu'ils n'ont pas été en mesure de prédire suffisamment tôt l'arrivée de ces tsunamis. Et donc des agences comme la JMA, donc l'agence de météorologie japonaise, qui est en charge de la gestion des alertes au Japon, ainsi que le NOAA, qui gère aussi les systèmes d'alerte dans le Pacifique, on leur a reproché de ne pas avoir prévu cet événement, alors qu'il y a de la compréhension quand même dans la littérature d'une partie de l'interaction entre l'atmosphère et l'océan. Donc on s'est penché sur la question pour voir quel était l'état de l'art de ce genre de mobilisation. Et donc, avant d'arriver juste là-dessus, je vais faire un petit point sur les hypothèses des équations de Saint-Venant qui sont utilisées pour les shallow water en anglais, qui sont utilisées pour les simulations de tsunami classiques, par exemple. Donc ici, j'ai une petite animation d'une source, comme on serait dans le cas d'un tremblement de terre au niveau de Tonga, parce que c'est une visualisation qui va revenir un peu plus tard. Et donc, pour comprendre un peu ce qui est dans cette animation, il y a deux champs qui sont tracés. Le champ qui donne l'effet piscine, c'est la fluctuation instantanée de la hauteur d'eau, partout ici dans le Pacifique. Et le deuxième tracé qui est en bleu clair et qui font apparaître des raies, c'est la hauteur maximale historique vue à cet endroit-là. Au fur et à mesure de la simulation, on suit la perturbation max à un endroit. Et donc on voit que dans le cadre d'une injection d'énergie type tremblement de terre au niveau de Tonga, on a des zones qui sont particulièrement touchées le long de la côte d'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, avec ces structures de raies qui ont une énergie à des points assez précis depuis le vol. Donc on va voir comment ça s'est modifié par l'interaction avec l'atmosphère. Donc, dans les équations qui sont utilisées pour faire ce genre de simulation, il y a deux hypothèses principales sur lesquelles on se base. Donc, si on prend ici une aquaplanète sur la Terre, on a enlevé la topographie des montagnes, tout ça, de rayons en Terre. Si on considère une couche d'eau de taille D, une des hypothèses qui est faite, c'est qu'on a des couches minces. Donc l'épaisseur de cette couche est petite par rapport au rayon de la Terre. Donc, dans le cas de la Terre, l'océan fait quelques kilomètres de profondeur, au max, et le rayon de la Terre, c'est de l'ordre de 6000 km. Donc on vérifie largement ces hypothèses de couches minces. Après, la deuxième hypothèse, c'est une hypothèse de grande longueur d'onde. Donc si on regarde les ondes qui se propagent, les ondes de gravité qui se propagent, on s'intéresse à des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Donc encore une fois, si on considère ça par rapport à la profondeur de l'eau, pardon, la profondeur est petite par rapport à cette longueur d'onde. Donc là, on valide notre hypothèse de grande longueur d'onde. Donc, si on prend des équations Euler incompressibles, mais qu'on permet à la pression à l'interface de la couche d'eau de varier en espace, et qu'on s'amuse à négliger les effets coalistes, les effets associés au marais, les effets associés au frottement, et qu'on s'amuse à faire une moyenne verticale sur la couche, on arrive à récupérer les équations ici de Saint-Venant avec un forçage associé au gradient de pression à la surface dans l'angle de droite. Et donc ça, c'est une équation qui est valable à un grand taux de delta epsilon, donc le produit de nos paramètres de couche mince et de grande longueur d'onde. Et donc dans ce jeu d'équations, ce qu'on avance en temps, c'est l'épaisseur locale de la couche, la vitesse moyennée, enfin la vitesse moyennée dans la direction verticale, et les termes ici en abla, donc en gradient et la divergence, prennent en compte l'aspect sphérique de la géométrie, donc, sur une coquille sphérique à rayon constant en terre. Et donc ça, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les forced shallow water equations, donc les équations de Saint-Venant forcées par ce gradient de pression. Donc c'est vraiment un forçage dû à la condition de bord d'un champ de pression qui peut être uniforme. Donc ce qui a été fait dans la littérature juste après l'événement Tonga, c'est que ces équations ont été augmentées avec une équation d'onde pour le déplacement du forçage de la pression à la surface, donc à une vitesse imposée CA. Donc on a vraiment un forçage qui se déplace le long de la surface de l'eau avec un gradient de pression. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les propriétés linéaires de ce modèle pour comprendre un peu ce qui a été utilisé dans la littérature pour justifier les événements de Tonga. Donc si on considère une version 1D cartésienne du jeu d'équations précédent, on a rajouté l'équation d'onde pour la pression. Donc on considère des champs de base uniformes et qu'on linéarise ce jeu d'équations. Les modes propres qu'on en sort, on peut sortir deux modes propres de ce jeu d'équations. Il y en a un, c'est les ondes de gravité classiques qui se déplacent à la vitesse racine de GH.
où h, c'est la hauteur locale de l'eau. Et donc, dans le vecteur propre associé à ce mode propre, on a juste une perturbation sur la hauteur de l'épaisseur locale de la couche et la vitesse moyenne. Et donc, le deuxième mode propre, c'est un qui se déplace à la vitesse imposée CA et qui, lui, contient une fluctuation de toutes les quantités de notre système. Donc, ça, c'est vraiment le forçage de pression qui se déplace à la vitesse constante. Donc, une quantité qui est intéressante, c'est de comprendre une quantité qui est intéressante à regarder, c'est la fluctuation de l'épaisseur de la couche associée à une fluctuation de pression. Donc, le rapport des composantes de la première et de la dernière composante du vecteur propre. Et donc, si on s'amuse à exprimer ce rapport, ce qu'on voit, c'est qu'on a un dénominateur ici qui est à 0 lorsque CA s'approche de CW. Donc, lorsque la vitesse imposée de la perturbation de pression est égale à la vitesse locale de l'onde de gravité. Et donc, si on s'amuse à tracer la fonction ici, en fonction de la profondeur de l'eau, on voit qu'il y a un endroit où on a une singularité, et que cette singularité sera déterminée en fonction de la valeur de CA qu'on impose. La vitesse de l'onde de gravité correspondante pour laquelle la singularité a lieu va se déplacer vers la gauche, se déplacer vers la gauche ici dans le graphe, lorsqu'on baisse la vitesse de propagation CA. Donc ça veut dire que à profondeur constante, lorsqu'on baisse la vitesse de propagation, on va pouvoir injecter plus d'énergie dans la couche d'eau pour une fluctuation de pression fixe. Et donc cette singularité dans la littérature, elle est connue sous le nom de la résonance de Froudman. Donc cet effet intégré en temps, lorsque l'onde de pression se propage, va pouvoir générer de grandes vagues qui vont ensuite arriver au niveau de la côte. Et d'après cette modélisation, c'est responsable des tsunamis qui sont arrivés plus vite que c'est possible dans le cas d'un tsunami classique. Et donc, notamment, il y a deux papiers qui sont sortis assez rapidement après l'événement, un dans Science et un dans Nature, qui utilisent ce modèle pour expliquer les mécanismes associés à l'événement Tonga. Et je pense avoir bouclé la question sur ce qui s'est passé et ce qu'il faudrait rajouter au système d'alerte pour conclure, pour voir ce qui se passerait dans les événements futurs. Et donc, pour nous, cette approche, elle n'est pas justifiée de deux raisons. Un, il n'y a pas de contrôle de l'énergie qui est injectée dans la couche atmosphérique. Et deux, la déformation de l'onde en temps, la manière dont elle est capable d'injecter l'énergie dans l'océan, cette singularité par exemple, elle n'est pas physique. Et donc, on pense qu'il y a clairement un besoin de s'intéresser à la dynamique dans l'atmosphère et au recouplage pour que ça soit utile pour des systèmes d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous, par rapport à ce qui était fait avant, ce qu'on propose de rajouter? Donc, on considère la couche atmosphérique au-dessus de l'océan. Et donc, on considère qu'on rajoute une coquille rigide au-dessus de l'océan, qui porte le haut de notre modèle à couche jusqu'à l'état 2. Que lorsqu'on sort de cette couche, on arrive à pression nulle. Et si on s'intéresse à la validité des hypothèses de couches minces et de grande longueur d'onde, pour des couches d'atmosphère de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, on valide à peu près encore les deux hypothèses, les conditions pour ces deux hypothèses s'appliquent suffisamment bien. Donc on va voir à quel point le modèle marche bien, malgré le petit écart ici entre la longueur d'onde et l'épaisseur de la couche atmosphérique. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on parle des équations de l'air compressible dans les deux couches, et on y ajoute quelques hypothèses supplémentaires. Un, on considère que le gaz se comporte comme l'air se comporte comme un gaz idéal. On impose une condition, on impose que le process dans l'atmosphère se passe de manière isotropique, et on considère que l'atmosphère, c'est de l'air sec. On ne considère pas les effets de l'humidité ou d'autres phases dans l'atmosphère. Donc, on prend les mêmes hypothèses qu'avant en termes de cohélice, d'effet de marée et de frottement, de dissipation. Et ça, on le justifie par rapport aux échelles de temps associées à chacune de ces contributions. Donc, la propagation, comme on l'a vu, de l'onde atmosphérique, elle est de l'ordre de 30 elle est une période de l'ordre de 30 à 45 minutes. Donc, ici, on est de l'ordre de 10 puissance 3 secondes. Donc, si on compare, les effets de cohélice vont agir sur au moins un ordre de grandeur de plus en termes de temps caractéristique. Pareil pour les effets de marée, et ensuite
ensuite, les effets de dissipation, on va sur des échelles de temps plus longues encore. On sent que c'est justifié, en tout cas, à premier ordre, d'enlever ces effets et de garder juste ce que j'ai mentionné avant. Donc, sans vouloir trop rentrer dans les équations, je voulais quand même mettre ici quelques étapes clés dans le process pour partir des équations 3D et d'arriver au modèle complet à distance. Donc, en ayant appliqué une hypothèse de couche mince et de grande longueur d'onde, ainsi qu'une OneDrive qui. Donc, des hypothèses sur les échelles caractéristiques de longueur dans le système. Ensuite, on effectue une moyenne de Fab, donc une moyenne pondérée par la densité dans les deux couches. Et ensuite, par couche, on applique quelques hypothèses supplémentaires. Donc, pour l'eau, on considère que la densité est constante et uniforme, et que dans l'atmosphère, on a notre condition d'isentropie et notre loi de gaz parfait. Donc, avec les conditions de bord, en appliquant la moyenne verticale dans les deux couches, on obtient un système P à deux sens qui ressemble un peu à ça. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les termes qui sont dans les équations, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une dynamique, on a des équations dynamiques qui vont nous donner, qui vont nous permettre d'avancer ensemble le comportement à la fois dans l'océan et dans l'atmosphère en même temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans la couche d'eau, on trouve des équations qui vont nous donner l'évolution en temps de l'épaisseur de la couche, ainsi que la vitesse moyennée. Mais qu'on a un forçage ici, qui est toujours dû à une condition en bord, mais la valeur de la condition bord est donnée par ce qui se passe dans la couche supérieure. Donc on voit que des fluctuations, un forçage de la couche d'eau va pouvoir être dû à des fluctuations de la densité moyenne dans l'atmosphère et à l'épaisseur locale de la couche. Donc le gradient de ces deux forces. Et donc dans l'atmosphère, ce qu'on va avancer en temps, c'est la densité moyenne, la densité moyenne verticale, pareil pour la pression. Et on va avoir une vitesse qui sort de la moyenne de Fab dans l'atmosphère. Et donc dans le membre de droite, il y a une vitesse caractéristique particulière qui ressort, c'est la vitesse du son basée justement sur la température, la densité et la pression, issue de cette moyenne verticale dans l'atmosphère. Ça c'est particulièrement important parce que ça va nous donner le champ caractéristique de propagation du mode qu'on a vu dans les données satellites au début. Donc si on s'amuse à prendre ce système d'équations, on peut s'intéresser encore une fois aux propriétés linéaires pour voir un peu ce qui sort du système. Et donc on a trois familles de modes propres qui sortent. Deux modes qu'on va appeler des modes gravito-acoustiques. Ça c'est parce que deux modes qui ont des perturbations sur toutes les variables dans notre vecteur d'inconnu. Et une troisième famille de modes qui est un mode stationnaire par rapport à l'écoulement de base. Donc lui il ne va pas agir sur des échelles de temps qui nous intéressent ici. Principalement, on va se concentrer sur les deux types de modes gravito-acoustiques associés au système. Donc le premier, c'est le mode gravito-acoustique qu'on appelle A. Il y a une vitesse de propagation, enfin il y a une valeur propre ici qui peut paraître un peu barbare, mais en gros le terme qui est à droite représente une petite contribution, et donc on retrouve que la vitesse de propagation du mode A, c'est grosso modo la vitesse du son basée sur ces quantités moyennées dans la direction verticale. Donc c'est plus rapide que la vitesse de l'onde de gravité. Et donc ici, si on s'amuse à regarder le signe des composantes dans le vecteur propre associé à ce mode A, on voit qu'une fluctuation positive de la pression dans l'atmosphère s'associe à un relèvement local du niveau de l'eau. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif au début. On pourrait s'attendre à ce qu'une pression positive pousse sur la surface. Ce qu'on est vraiment en train de faire ici, c'est comprimer localement la couche atmosphérique. Donc ça va avec un relèvement de la surface. Donc ça, c'est un mode qui converge vraiment vers le mode acoustique classique polaire, parce qu'on prend la limite de l'épaisseur de la couche atmosphérique qui va vers 0. Ensuite, le deuxième type de mode gravito-acoustique, c'est ce qu'on appelle le mode G. Pareil, il y a une expression un peu barbare, mais une fois qu'on regarde un peu la contribution de chacun des termes, on trouve une vitesse de propagation qui est celle de l'onde de gravité classique, quasiment plus une petite correction, par racine de GH. Et donc lui, pareil, il a une contribution sur chacune des composantes du vecteur propre, mais les contributions atmosphériques sont beaucoup plus petites que dans le cas du mode A. Et donc lui, il converge vraiment vers le mode de gravité, parce qu'on prend pareil la limite d'une couche infiniment mince dans l'atmosphère. Donc, pour évaluer un peu ce que donnent ces quantités en termes de chiffres,
on peut s'amuser à regarder les propriétés standards de l'atmosphère. Donc, si on regarde un graphe de la température en fonction de l'altitude ici, on peut calculer en tout point la vitesse de son locale associée. Et donc, on a des variations importantes qui sont bien connues en fonction des différentes couches dans l'atmosphère. Et associé à ces profils, on a aussi une baisse de la pression et de la densité en ce moment dans l'atmosphère. Et on perd 4 ordres de grandeur à peu près en partant du sol. Donc justement, ça c'est important, parce que lorsqu'on s'amuse à former la moyenne de Fabre, donc de la température ici par exemple, de la température ici en noir foncier, on voit que lorsqu'on augmente l'épaisseur de la couche atmosphérique, à partir d'à peu près 20 km, on va converger vers une valeur fixe de la vitesse de propagation, de la température et donc de la vitesse de propagation associée. Donc on converge vers une vitesse de propagation de l'ordre de 317 mètres secondes. Ça correspond très bien à ce qui a été observé en termes de vitesse de propagation de l'onde dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux propriétés des modes de Saint-Blanc, aux propriétés du système de Saint-Blanc français que je vous ai montré au début? Donc, si on regarde ici un graphe en fonction de la profondeur de l'eau, des vitesses des deux modes, premier système, on voit que donc, la vitesse du mode A du premier système, lui, est fixe à CA, et donc une certaine profondeur va venir intersecter la valeur de la vitesse des ondes de gravité classiques. Ça, c'est important, parce que si on regarde les propriétés du système qui a deux sens, on voit que ces valeurs propres ne vont jamais être égales, c'est toujours séparé. Et donc, qu'on n'a plus ce phénomène de résonance, donc le phénomène de Goodman dans le système, il ne peut pas avoir lieu dans notre système puisque les deux vitesses ne sont jamais égales. Donc ça, c'est particulièrement important en termes d'injection d'énergie d'une couche à une autre. Parce que si on revient sur le graphe de le changement de l'épaisseur de la couche associé à une fluctuation de pression, qu'on regardait avant, qui, comme je disais avant, on peut avoir une injection d'énergie excessive dans la couche d'eau, en fonction de la vitesse imposée, CA. Mais dans le système qui a deux sens, on voit que cette singularité disparaît, et on a une transition continue de l'eau peu profonde à l'eau très profonde. Donc pour contextualiser un peu le graphe ici de profondeur, je vous ai mis la distribution la probability distribution function de la profondeur d'eau ici sur la Terre. Et donc on voit qu'on a deux bosses en gros dans le système. Si on se le place aléatoirement dans l'eau, soit on sera dans de l'eau très peu profonde, soit on a des chances d'être autour de l'eau qui est autour de 5 km de profondeur. Et le point le plus profond sur Terre, il y a un petit peu plus de 10 km, donc toute la région de droite du graphe va explorer sur Terre. Par ce point particulier. Et donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on prend un argument d'hydrostatique simple pour estimer le changement de hauteur de la couche pour une fluctuation de pression donnée, on voit que l'argument hydrostatique nous donnerait une valeur qui est indépendante de la profondeur et qui correspond quasiment exactement à la valeur donnée par le modèle à 5 km de profondeur d'eau. Donc ça c'est important parce que les systèmes de prévention, les systèmes d'alerte se basent sur des informations de capteurs qui sont situés justement dans des eaux de l'ordre de 5 km de profondeur. Et donc justement, ce système de capteurs, qui s'appelle les capteurs TART, ici j'ai mis ceux qui sont distribués dans le Pacifique, situent grosso modo entre 4 et 6 km de profondeur. Et donc ça n'a pas été choisi n'importe comment, parce que les systèmes d'alerte vont pouvoir mesurer justement une fluctuation de hauteur d'eau qui sera associée à un tsunami et fournir cette information plus rapidement vers les systèmes à la côte pour lancer des alertes et prévenir les gens. Donc, ces systèmes ont récolté un certain nombre de données après l'éruption du volcan Tonga. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à construire un diagramme XT des données issues de ces capteurs. Donc, ici, j'ai mis l'axe du temps. En ordre donné, il y a le signal de fluctuation de la pression au fond de l'eau, donc décalé pour construire un diagramme XT en fonction de la distance par rapport à Tonga.
Et donc ces signaux sont filtrés pour enlever la contribution du marais et les fluctuations à très haute fréquence associées aux vagues à la surface. Et donc ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est tracer une ligne qui correspond donc à cette vitesse de propagation C0, donc la vitesse de son basée sur les verticales. Donc on voit que chacun des capteurs ici ont relevé une petite bosse associée au passage de l'onde atmosphérique. Donc j'ai mis à droite une animation, un petit schéma qui montre que c'est vraiment le passage du mode A au-dessus de l'eau, là où se situe le capteur, et cette fluctuation de pression est enregistrée par le capteur. Donc après le passage de ce signal, il y a un certain nombre de fluctuations qui arrivent avant et après des contributions qui seraient associées purement à la propagation d'ondes de gravité dans le Pacifique. Et donc on peut se demander l'origine de chacune de ces contributions, qu'est-ce qui est dû par exemple au mode A, qu'est-ce qui est dû du mode G qui est issu du volcan. Et donc j'ai proposé ici quelques exemples d'illustration de ces mécanismes. Donc un des mécanismes clés, c'est le problème de réfraction du mode A qui interagit avec un changement brutal de la profondeur de l'eau. Donc à proximité du volcan ici, donc c'est une carte de topographie sur la profondeur de l'eau. Là où il y a le premier X, il y a le volcan. Et donc ensuite, si on se déplace un peu au sud-est du volcan, il y a une marche brutale qui descend de l'ordre de 500 mètres dans de l'eau qui fait à peu près 6 km de profondeur. Donc on a vraiment la formation d'un problème de réfraction entre le mode A relâché au niveau du volcan, et ensuite va aller interagir avec cette marche. Donc schématiquement ici à droite, si on regarde lorsque le mode A se propage, dans l'eau peu profonde, c'est une situation de hauteur associée à assez petite, et lorsqu'il interagit avec la marche, il va pouvoir il va pouvoir transférer de l'énergie vers le mode G, qui lui ensuite va se propager derrière le mode A un peu plus lentement, avec une phase opposée. C'est vraiment du transfert de A vers G à une marche. Après, une autre partie intéressante, c'est ce qui se passe proche de la côte d'Amérique du Sud. Donc, on a l'Amérique du Sud qui sépare le Pacifique et l'Atlantique. Et donc, lorsque le mode A arrive sur la Terre, d'abord, il voit une montée assez brutale vers la Terre. Ensuite, lui, il va venir interagir avec, donc le mode A dans l'atmosphère, il va venir interagir avec la cordillère des Andes, et ensuite pouvoir passer directement au-dessus de la Terre et injecter de l'énergie de l'autre côté dans l'Atlantique. Schématiquement, ici, dans cette animation, on voit qu'il y a une interaction d'abord de A avec le terme qui monte, ensuite une réflexion possible sur la cordillère des Andes qui repart dans l'autre sens, pareil, va injecter de l'énergie dans l'eau, et après le modèle traverse le continent et injecte de l'énergie dans l'Atlantique. Et pareil, une fois l'UG généré, lui va pouvoir aller pareil sur le problème de réfraction lorsqu'il rencontre une marche montante. On voit par exemple ici une onde de gravité classique qui interagit avec une marche, et une compression de la longueur, une réduction de la longueur d'onde et une augmentation de l'amplitude de la fluctuation de l'épaisseur de la couche logienne. Donc chacun de ces mécanismes vont venir contribuer aux fluctuations qu'on voit qui arrivent après le passage du mode A à chacun des capteurs d'A dans le Pacifique. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui correspond à la déformation de l'onde dans l'espace. Et donc ici, j'ai juste quelques slides sur une reprojection pour comprendre un peu comment l'onde se déforme. Donc, si on prend ici une carte de la Terre, et que dessus on a tracé des lignes, où on part de Tonga, on se place dans une direction constante et on marche le long de la Terre pour arriver jusqu'au Sahara, à Spod. On peut passer des coordonnées en longitude-latitude vers des coordonnées qui sont à distance depuis Tonga et cet angle initial auquel on se place. Donc ça constitue notre projection cylindrique avec des pôles placés à Tonga et son antipode dans le Sahara. Et donc on voit que l'onde ici atmosphérique dans les données infrarouges, initialement circulaire, ça va être une onde rectiligne ici dans ce jeu de projection, dans cette projection. La bande, une espèce de banane, là, va correspondre à une bande horizontale dans ce diagramme. Donc si on reprojette la carte de topographie dans ce jeu de coordonnées, on trouve ici le pôle sud, le pôle nord, et l'Australie par exemple, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Himalaya et l'Afrique. Pour reconnaître les continents, c'est assez bizarre, mais pour voir un peu comment l'onde atmosphérique se déforme, c'est assez pratique. Et si on projette des données
des satellites géostationnaires dans cette représentation. On voit qu'on commence avec une onde qui est verticale. Au fur et à mesure qu'elle se déplace vers le Sahara, elle se déforme, à certains endroits elle se pince, à d'autres elle est un peu en avance. Et on s'est posé la question de quelles sont les contributions principales à cette déformation. C'est vraiment une déformation qui est cohérente dans la verticale, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacune des bandes du signal des satellites que je vous montrais au début. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on s'amuse à prendre l'état de l'écoulement atmosphérique le jour même, donc ça c'est des données qui sont collectées par satellite et qu'on peut utiliser, s'amuser à les reprojeter dans cette représentation. Et donc ce qu'on voit, c'est que ici j'ai superposé l'onde extraite à la main des données géostationnaires. Je vais fixer par exemple un point ici autour de 50 degrés. On voit c'est que l'onde va se pincer, principalement là où elle se déplace à contre-courant de l'écoulement atmosphérique moyen. Et ensuite, par exemple, là où elle se déplace avec l'écoulement atmosphérique moyen, va prendre de l'avance par rapport à une propagation à une vitesse constante. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est que la plupart des déformations de l'onde en temps peuvent s'expliquer par justement la contribution de l'écoulement sous-jacent auquel on se propage. Donc, ici, j'ai reconstruit le diagramme en plaçant la position de l'onde plusieurs fois en temps. Donc, si on prend juste un écoulement à vitesse constante, donc il y a clairement des endroits où l'onde s'est pincée, et d'autres où elle avance par rapport à une propagation à vitesse constante. Donc, si on prend le mode propre du système, on s'amuse à l'intégrer, en considérant l'écoulement local, on arrive à retrouver la majorité des déformations de l'onde en temps juste sur la base ici de considération 1D. Et ce qu'on voit, c'est que l'onde se pince à certains endroits, et donc localement, on est en train de changer l'angle d'interaction du mode A avec la topographie et la symétrie, et aussi en train de changer localement l'amplitude de l'onde. Et ça, c'est ce qu'on voit donc, dans les animations des données géostationnaires, des endroits où l'amplitude est plus forte, des endroits où l'onde s'est pincée. Et donc ça nous a poussé vers des simulations 2D des résultats du modèle pour comprendre comment est-ce que cette déformation de l'onde en temps va pouvoir changer les transferts d'énergie. Donc pour faire ces simus, on a besoin de quelques entrées. Une carte de la topographie et de la symétrie globale. Il y a une agence ici, JetFlow, qui s'amuse à collecter ce genre de données. Donc il y a moyen d'avoir une carte de haute résolution de cette topographie. Ensuite, vu qu'on considère l'écoulement à l'interaction de l'atmosphère et de l'océan, on a besoin de savoir où l'onde va pouvoir injecter de l'eau directement, pouvoir injecter de l'énergie directement dans l'eau, là où elle ne pourra pas, donc, notamment la couverture de glace au niveau des pôles. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui est disponible par une agence américaine ici. Et l'écoulement atmosphérique moyen, pour, par exemple ici le 15 janvier, le jour de l'explosion. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est accessible en open, qu'on peut prendre et mettre dans la simulation. Et donc ensuite, il y a la question des conditions initiales. Donc, quelle énergie a été injectée dans le mode A, quelle énergie a été injectée dans le mode G. Donc, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que le phénomène a entièrement été piloté par l'injection d'énergie dans le mode A. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut tester avec le modèle. Donc, en calibrant le signal de fluctuation de pression au sol en se basant sur l'ensemble des données mesurées, l'ensemble des données de fluctuation de pression atmosphérique mesurées autour de la Terre, on peut calibrer la quantité d'énergie injectée dans le mode A. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il faut injecter à peu près 10 puissance 16 joules dans le mode A pour retrouver les fluctuations de pression mesurées au sol. Là, on retrouve les animations que je vous ai montrées au début. Mais donc ici, il n'y a que de l'énergie injectée dans le mode A. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à très bien retrouver la déformation de l'onde en temps. Donc ici, à gauche, les mesures des satellites géostationnaires, et à droite, des données qui sortent de la dynamique. On reviendra là-dessus après. Mais donc, après avoir fait tourner ce calcul, il faut qu'on vérifie si on est vraiment en train de retrouver ce qui a été observé au niveau des tsunamis provoqués par l'événement. Donc on revient vers nos capteurs d'art. J'ai présenté ici quelques signaux issus de quelques capteurs civiques.
Et donc ce qu'on voit assez clairement, c'est que dans les données, ici en rouge, on a les données de la simu, en noir, on a les données mesurées. Donc on retrouve très bien le pic initial associé au passage du mode A. Et donc après, on voit qu'on est loin de prévoir des pics associés à des fluctuations qui arrivent un peu plus tardivement. Donc ça nous fait dire que clairement, l'injection d'énergie dans le mode A ne suffit pas pour expliquer ce qui a été observé en termes de tsunami dans le Pacifique. Donc, c'est qu'il nous faut de l'énergie à injecter dans le mode G. Donc, on a fait justement ce jeu de calcul aussi. Et donc le mode G, on va le caractériser par la fluctuation de la hauteur d'eau initiale. Et donc pour calibrer ça, on s'est tourné vers le travail de deux personnes, qui font de la prévision justement de tsunami classique, qui ont déterminé que la quantité d'énergie initiale injectée dans l'eau a provoqué une fluctuation de la hauteur d'eau locale de l'ordre de 90 mètres. Donc ça paraît peut-être énorme, mais il faut savoir que c'est quand même dans de l'eau qui est assez peu profonde, et que lorsque cette onde se propage et se situe en eau beaucoup plus profonde, ça correspond à une fluctuation de la hauteur d'eau quand même beaucoup plus raisonnable, de l'ordre de quelques centimètres par dizaines de centimètres. Et donc là, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que ça correspond à une injection d'énergie dans le mode G de l'ordre de 10 puissance 16 joules, à peu près la même chose que ce qui a été injecté dans le mode A. Donc si on fait tourner le modèle avec à la fois de l'énergie dans le mode A et dans le mode G, donc la propagation du mode A est inchangée, mais si on va vérifier ce qui se passe sur les signaux DAT, on voit qu'on va réussir à retrouver beaucoup plus de pics, dans les signaux DAT dans les commentaires. Donc ça nous rassure en termes de la quantité d'énergie qui a été injectée dans le mode G. Alors, ce n'est pas encore complet. Il y a quelques signaux qui contiennent encore des pics qui ne sont pas prédits par le modèle. Et donc, pour ça, on a quelques pistes supplémentaires qui sont encore à creuser. Et donc, il y a plusieurs explications possibles. Il y en a une, c'est que l'explosion, ça n'a pas été juste. Enfin, l'éruption, pardon, ne s'est pas faite juste avec une explosion. Il y a eu plusieurs explosions, petites explosions avant et d'autres après. On continue à injecter de l'énergie dans l'atmosphère. Il y a aussi le fait que, clairement, dans les données satellites, il y a d'autres modes atmosphériques qui ne sont pas pris en compte par notre système à seulement une couche et qui se propagent plus lentement que le mode A. Donc, il y a la possibilité d'interaction entre l'atmosphère à plusieurs couches et l'eau, avec l'injection d'énergie un peu plus tardive. Et ensuite, il y a un peu d'incertitude encore au niveau de la bathymétrie et de l'écoulement atmosphérique moyen qui est utilisé comme condition pour l'écoulement atmosphérique. Alors, ceci dit, il y a quand même beaucoup de phénomènes locaux qui vont être explicables à partir des propriétés de ce système qui a de sens. Donc, ici, il y a la projection d'un carte de fluctuation maximale qui ont été mesurées. Donc, on voit que certains endroits ici touchés, par exemple, sur la côte de l'Amérique du Nord, peuvent se retrouver dans des traits qui arrivent en point. Pareil, au Japon, il y a plein d'endroits qui ont été touchés ici, long de la côte, donc on reviendra sur le mécanisme dans quelques instants. Et après, pareil, par exemple, sur la côte ouest de l'Afrique, les endroits qui ont été touchés peuvent être expliqués par l'arrivée du mode A sur ces zones dans les 18 heures qui ont suivi l'éruption du volcan. Donc, pour terminer sur les données des simus ici, quelques illustrations de mécanismes de transfert d'énergie en 2D pour montrer comment, localement, on peut avoir de grandes vagues à certains endroits et d'autres non. Donc, par exemple, ici, il y a une partie intéressante du Japon. Donc, à l'est du Japon, il y a une marche assez importante. On monte d'eau très profonde, 5-6 km, vers un plateau qui se situe juste à l'est du Japon. Et donc ici, on peut voir une contribution du problème de réfraction, de transfert d'énergie du mode A vers le mode G. Donc, sur la côte du Japon, on a d'abord un signal associé à ce problème de réfraction, et ensuite, un peu plus tard, l'arrivée du mode G, qui lui se propage plus lentement, le même problème de réfraction, et mènerait à de grandes vagues sur la côte est du Japon. Ici, si on regarde l'animation, on voit que sur cette zone, il y a un premier signal dans l'eau profonde qui est associé juste à la fluctuation d'eau correspondante à la propagation du mode A. Ensuite, au niveau de la marche, ici, il y a un transfert d'énergie du mode A vers le mode G. Et ensuite, un peu plus tard,
et à l'arrivée des fluctuations d'eau associées au mode G. Ensuite, on peut avoir l'interaction de mode G à des angles différents qui localement vont pouvoir mener à des grandes fluctuations de hauteur d'eau. Par exemple, ici, lorsque le mode A se propage au-dessus de l'Australie et de l'Antarctique, il y a des marches ici, des plateaux profonds, ensuite peu profonds, où il va y avoir une possibilité de transfert du mode A vers le mode G. Et ensuite, une fois généré, ces deux modes G vont pouvoir interagir plus loin pour faire un max local de la fluctuation de hauteur d'eau, suite à l'étapé, par exemple, dans les îles Kerguelen. En animation, on voit qu'ici, localement, l'interaction de deux modes G qui crée un max, ensuite ça s'est emmené vers Kerguelen. Et ensuite, finalement, une illustration du côté Europe et Amérique de l'Est. On a ici, lorsqu'on descend de la partie qui est couverte par la glace vers la partie au sol, on a encore une fois le problème de réfraction de A vers G. Et ensuite, deux marches ici dans des sens différents, donc la descente de l'Afrique vers l'Atlantique, ensuite la montée après vers le Canada aussi avec une zone d'eau peu profonde qui voit de grandes vagues arriver lorsque l'on repasse depuis le Sahara vers Congo. Donc quelques aspects à garder en tête pour le dessin d'un système d'alerte. Il y a beaucoup d'effets locaux qui peuvent être expliqués par les propriétés du système, aussi, qui fait du sens. Mais donc, ce qu'il nous faut savoir, c'est l'état de l'atmosphère, une bathymétrie suffisamment précise pour commenter sur ces effets de marche, et une bonne approximation de la couverture de glace au pôle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des outils qui sont peu chers grâce aux propriétés linéaires du système. Donc, les vitesses de propagation peuvent être estimées, ainsi que les mécanismes de transfert d'énergie pour une réfraction. Et qu'on a aussi la possibilité de faire des calculs 2D qui peuvent être pas chers pour une agence justement qui gère ces systèmes d'alerte. Donc, les simules qui ont été présentées ici, elles sont sur une grille de l'ordre de 6000 par 3000 points. Et donc, on peut les faire tourner à vitesse réelle sur de l'ordre de 3000 cœurs à peu près. Donc, pour une agence qui gère des systèmes d'alerte, ça c'est tout à fait réalisable en temps réel ou plus rapidement que le temps réel. Donc il nous reste quelques pistes à creuser à partir de ce qu'on a du travail réalisé ici dans le cadre de Tonga. On va pouvoir estimer un peu la sensibilité de ce qui a été présenté ici aux conditions initiales. Donc, comme je vous ai dit, l'éruption, ça n'a pas été un seul événement, une série d'explosions. Et on peut se poser aussi la question de comment l'état de l'atmosphère va changer justement cette injection d'énergie en temps lorsque le jet stream se déplace, par exemple, et va lier à des pincements à des endroits différents de monde atmosphérique. Après, comme je vous ai dit, il y a des modes dans l'atmosphère qui ne sont pas pris en compte par un découpage à une seule couche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est découper l'atmosphère en plusieurs couches, essayer de retrouver ces modes plus lents qui se propagent dans les zones géostationnaires et voir comment elles sont capables d'injecter de l'énergie dans la couche océanique. Et après, on peut aussi se poser la question de ce qui se passe dans l'ionosphère, par exemple. On voit qu'il y a des modes qui se propagent plus vite que le mode A, et aussi d'autres qui se propagent plus lentement. Donc il y a des questions à se poser dans l'ionosphère. Et donc, les toutes dernières slides, c'était sur Dynami. Donc, on a fait cette présentation à quelques endroits qui ne connaissent pas Dynami. Vous ici, vous avez interagi un peu avec, ça pour certains en tout cas. Et donc, Dynami nous a vraiment aidé ici, dans le sens où on est parti d'un jeu d'équations, on a dérivé un nouveau modèle, donc on a intégré un temps. Et donc, d'habitude, ce qu'on a fait, c'est de passer pas mal de temps à coder un solver pour intégrer cette équation en temps. Donc, plutôt que de devoir passer ce temps, il y a Dynami qui est venu boucher ce trou ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le système d'équation ici, que je vous ai montré, le système d'équation que je vous ai montré au début, il peut se mettre dans Dynami avec à peu près 30 lignes de Python, grosso modo. Et ensuite, le système peut s'intégrer en temps avec les bonnes conditions initiales et le fait de pouvoir importer facilement le champ porteur, la bathymétrie, tout ça grâce à l'interface Python qui permet de faire tout ça assez rapidement. Donc, l'ensemble, donc ça vous savez déjà, il y a la repo GitHub
l'ensemble du code qui a été utilisé pour faire tourner ces cas est disponible là-dessus. Et les résultats sont dans un JFM qui est paru en mars. Et il y a aussi une repo Zenodo associée qui contient toutes les données dans les graphes, données issues de dynamique, si jamais vous voulez regarder un peu le détail des calculs numériques. Voilà, c'est ce que je vais vous présenter. Merci beaucoup. On va démarrer. Questions? On peut déjà